Si vous avez l'impression que tout le monde a plus d'argent que vous, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est juste une illusion. À 27 ans, j'étais à moins 400 € sur mon compte en banque. Alors que Richard Branson, le milliardaire américain, au même âge, il achetait son île privée. Aujourd'hui, je fais plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette comparaison, c'est un peu stupide. Alors la première raison pour laquelle vous pensez que tout le monde a plus d'argent que vous, c'est sûrement que vous jugez sur les apparences. Vous voyez quelqu'un dans une belle voiture et forcément, vous pensez peut-être en tout cas qu'il réussit mieux que vous. Mais en fait, souvent, dans la réalité, ça marche pas du tout comme ça. Je vais vous donner un petit exemple concret. Imaginez deux personnes qui gagnent exactement la même chose. Le premier achète une Clio à 25 000 €, il fait un prêt et il le rembourse à hauteur de 400 € par mois pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, la voiture, elle est à lui. Le deuxième, lui, il loue une BMW neuve, il paye 400 € par mois aussi. Mais au bout de 3 ans, il va rendre la voiture. En plus de ça, il a dû mettre peut-être 5 000 € d'apport au début. Son assurance lui coûte plus cher, son essence aussi. D'un point de vue extérieur, tout le monde va penser que c'est le deuxième qui est le plus riche. Mais sur le papier, en fait, il dépense la même chose tous les mois. Et à la fin, le premier est propriétaire d'une Clio, alors que le deuxième, il doit rendre sa belle voiture. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on voit souvent que la surface. Les vraies dépenses, elles sont invisibles. Et les vrais choix financiers, eux aussi, ils sont invisible. Et donc vous ne savez pas en fait si cette BMW elle est louée, elle est financée ou elle est payée cash. Quand vous êtes sur la route, généralement on ne prend pas ça en compte. Peut-être que vous êtes dans votre petite voiture d'occasion et vous voyez plein de belles voitures autour de vous et ça, ça vous donne un peu l'impression que tout le monde est plus riche que vous. Et là j'ai pris cet exemple un petit peu simpliste avec des voitures, mais c'est vraiment valable pour tous les aspects de la vie. Les montres, les vêtements, les logements, le mobilier. Vous pouvez être invité dans une villa et penser que le propriétaire il est bien plus riche que vous, mais peut-être qu'en fait il est complètement surendetté. Bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite, mais c'est juste pour dire que les apparences, elles sont assez trompeuses. Et donc pour ça, il faut arrêter de juger la réussite des autres sur ce qu'ils montrent. Parce que la vraie richesse, c'est pas toujours quelque chose qui se voit. Il y a même certaines personnes qui sont très riches, elles préfèrent la cacher volontairement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'important, c'est de vous concentrer sur vos propres choix financiers à vous, pas sur ceux des autres. Et donc la deuxième raison, c'est sûrement que vous croyez à ce que vous voyez un peu sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, sur les réseaux sociaux, tout est déformé. Vous savez, les gens ne montrent qu'une partie de la réalité. Et pour ça, j'aime bien prendre le concept de Jean Baudrillard, vous savez, ce philosophe français, parle dans son livre Simulacre et Simulation. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu Simulacre et Simulation, vous pouvez aller acheter son livre parce que c'est notamment le livre qui a inspiré Matrix. Et d'ailleurs, au début de Matrix, on voit la scène, vous savez, où Neo cache de la drogue dans un livre, prend le livre et en fait, ce livre, c'est Simulacre et Simulation. Bon, moi, je suis un énorme fan du livre Matrix et du coup, j'étais trop content de voir que ce livre Simulacre et Simulation a été écrit par un écrivain français au XXe siècle, connu en France, mais surtout très très connu aux États-Unis. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, on vit à une époque où le symbole est plus important que la réalité. Donc par exemple, vous savez, c'est cette idée que tout le monde va boire du café Starbucks pour montrer qu'il prend un Starbucks. Alors qu'en fait, le café qu'il y a à l'intérieur, on s'en fiche un petit peu. C'est pareil avec les réseaux sociaux, notamment Instagram. Je ne sais pas si vous allez aux Maldives. En fait, aux Maldives, ce qui est important, c'est de montrer que vous avez été aux Maldives, pas forcément le fait que vous y avez été. Si sur les réseaux sociaux, ça rend bien, c'est plus important que la réalité. Peut-être que vous avez eu un séjour pourri. Bon, si vous avez voyagé aux Maldives, généralement, tout s'est bien passé. Mais vous voyez cette idée que, en fait, le paraître est plus important que l'être. Et donc, il y a ces concepts. Si on veut un petit peu se la raconter, on va pas se mentir, c'est ce truc de la réalité et l'hyper-réalité. Et donc, en fait, l'hyper-réalité, elle est plus importante que la réalité aujourd'hui. De la même façon que Houellebecq, vous savez, il parle de la carte et du territoire. En fait, aujourd'hui, la carte, elle est devenue plus importante que le territoire. Moi, je trouve que ces concepts, ils sont intéressants. C'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste comme ça. C'est la réalité qui est comme ça aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui sont importantes à prendre en compte. Et les réseaux sociaux, moi, je suis pas fan des réseaux sociaux, c'est juste, ils sont comme ils sont et on peut les utiliser comme on veut, en bien, en pas bien. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut se méfier parce que sur les réseaux sociaux, on peut vite se créer des images qui sont fausses. Moi, pour connaître des personnes qui sont très présentes dessus, peut avoir l'impression que dessus, les gens, c'est des milliardaires, des centimillionnaires, je sais pas trop quoi.
alors qu'en fait, des fois, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut quand même se méfier beaucoup de ce que vous pouvez voir sur ça. Parce qu'évidemment, chacun montre un petit peu la partie qu'il arrange et cache un petit peu celle qu'il a moins envie de mettre en valeur. Et vous savez, c'est exactement pareil pour les entrepreneurs. Les chiffres que les entrepreneurs avancent sont souvent un peu gonflés. Nous, on a coaché beaucoup d'entrepreneurs, donc on sait aussi la réalité entre genre ce que les gens disent et la réalité. Vous savez, déjà, il y a une grosse différence entre donner son chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires qu'on fait, et vraiment l'argent qu'on va encaisser. Il y a un coach, on a un coach américain qui lui a coaché encore plus de personnes dans des gros masterminds aux États-Unis. Et il dit vraiment, si tu veux connaître le vrai chiffre que fait quelqu'un, divise par deux. Et du coup, quelqu'un qui vous dit qu'il fait 500 000 euros par mois, peut-être que dans la réalité, en fait, il fait que 250 000 euros par mois. Souvent, les gens, ils ont tendance à donner, à dire, OK, moi, je fais par exemple 500 000 euros par mois, mais en fait, c'est le meilleur mois qu'ils ont réussi à faire. Et donc ça, c'est assez marrant. Il y a une différence entre ça et vraiment le cash qu'on va réussir à encaisser. C'est comme ça, hein. Vous savez, il y a souvent plein de gens, plein d'entreprises. On arrive à faire super bien un mois, beaucoup moins bien d'autres mois. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Mais du coup, en lycée, vous voulez avoir les vrais data, taux divisé par 2. Et en plus, là, on parle que du chiffre d'affaires. Mais si après, on prend derrière vraiment la marge, le profit, ce qui reste, là, ça s'évapore encore plus. Et si en plus, vous êtes en France et que vous avez les taxes qui passent derrière, évidemment, c'est encore plus catastrophique. Et je sais que ça m'a fait bizarre. Moi, surtout quand je me suis rendu compte de ce que gagnaient vraiment, vous savez, les startups qui font les fondateurs, les entrepreneurs qui font des startups qui vont valoir plus de 1 milliard. Du coup, j'en parlais avec certains amis entrepreneurs qui connaissent très bien ce milieu parisien, moi, dans lequel je suis pas du tout, mais qui me disaient, ouais, tu serais étonné de savoir, par exemple, un mec qui a revendu sa boîte 500 millions, combien est-ce que vraiment, lui, il a pris dans sa poche après les impôts. C'est possible des fois que les mecs ils prennent pas plus de 1 million. Je sais qu'un million ça peut sembler énorme, mais vous voyez la différence entre quelqu'un, on se dit sa boîte elle a été revendue 500 millions. Ouais, mais sauf qu'en fait dans le deal il y avait telle clause, qui fait que, en fait c'est très très loin. Donc, même en vrai des fois je regarde le classement des 500 fortunes françaises parce que moi aussi ça m'arrive de me comparer et je me dis mais lui vraiment combien est-ce qu'il a d'argent? Parce que vous savez il y a plein de valorisations qui sont sur le papier. Mais sur le papier, ça vaut pas grand-chose. Donc c'est pour ça, faut se méfier vachement de toutes ces choses-là. Donc de façon générale, faut pas se comparer aux autres et faut faire attention à évidemment ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est beaucoup plus simple de paraître riche que d'être vraiment riche. Et il y a un entrepreneur, il m'avait dit ça, qui était beaucoup plus avancé que moi, et il m'avait dit l'important, c'est pas ce que tu arrives à gagner, c'est combien tu arrives à garder. Et il y a une grosse différence, et il y a plein de gens qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, enfin plein, il y en a qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, mais en fait, garder l'argent qu'on a gagné, c'est presque plus dur que de gagner l'argent. Et en plus, après, ce qui est important, c'est que chacun définisse un peu ses propres critères de succès. Est-ce que vous voulez avoir une grosse équipe? Est-ce que vous voulez beaucoup de cash? Est-ce que vous voulez une valorisation élevée de votre boîte? Est-ce que vous voulez beaucoup de temps libre? Franchement, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Et ce qui est important pour vous, c'est que vous soyez au clair là-dessus pour que vous puissiez être heureux. La troisième raison, c'est qu'on se compare toujours à ceux qui ont plus que nous et rarement à ceux qui ont moins. Et ça, c'est un petit peu un piège mental dans lequel vous pouvez tomber. Moi, je me souviens quand je faisais 10 000 euros par mois, je regardais ceux qui en faisaient 100 000. Et quand j'ai atteint 100 000 euros par mois, je regardais ceux qui faisaient 1 million d'euros par mois. Et maintenant que je suis millionnaire, je regarde ceux qui font 1 milliard. Et en fait, le jeu de l'argent, c'est un peu un jeu qu'on peut jamais gagner. Et je pense que même quand on est Elon Musk, on regarde ceux qui font encore plus. Et donc, ce qui est important, c'est de réussir à sortir de ce jeu et de se dire ok, moi je suis bien, je suis content avec ce que j'ai, peut-être que je vais essayer d'avoir plus, mais en tout cas ça va pas jouer sur mon bonheur et ça va pas jouer sur ma paix intérieure. Et j'avais lu, vous savez, dans ce livre qui s'appelle Never Enough, l'histoire d'un milliardaire qui était sur un yacht, il discutait avec d'autres milliardaires et à un moment il y a quelqu'un qui lui demande toi ta boîte, combien est-ce qu'elle vaut? Et donc lui il répond moi ma boîte elle est cotée en bourse, elle vaut 1 ou 2 milliards. Et en fait l'autre entrepreneur, lui sa boîte elle valait 10 milliards. Et donc d'un coup le deuxième entrepreneur, il a perdu tout intérêt pour le premier en se disant ah, lui, c'est un petit peu un petit joueur. Et il lui demande t'es venu avec quel jet privé? C'est quoi, toi, ton jet? Et l'autre, il lui a dit en fait, c'est pas mon jet, c'est juste un jet que je loue. Et donc, pareil, l'autre, il se désintéresse complètement. Et donc, cette petite anecdote qui est réelle, qui vient d'un vrai milliardaire canadien, c'est juste pour montrer que même quand on est milliardaire, finalement, on trouvera toujours quelqu'un de plus riche que soi.
Et même ces personnes plus riches, entre milliardaires, ils peuvent se prendre un petit peu d'eau. Donc tout ça pour dire que c'est un game duquel il faut sortir le plus rapidement possible pour pas que ça joue sur votre santé mentale. Parce que là, j'ai entendu l'histoire d'un entrepreneur que je connais un peu de loin, fortune nette de 40 millions, il fait autour de 5 millions par mois et juste il est déprimé parce qu'il n'arrive pas à faire 100 millions par an. Mais vraiment, il est déprimé, il se sent nul. Donc ça, vraiment, c'est des choses, il faut les résoudre avec soi-même. Sinon, vous pourriez être milliardaire et ça changera rien du tout. Moi, un objectif que j'aime bien, c'est juste d'essayer de me dire je fais du mieux que je peux et j'essaie de m'améliorer en tant que personne. Et donc, j'aime bien cette idée de ne pas se comparer aux autres, mais de se comparer à qui on était avant, à qui on était il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce qu'on a progressé? Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est sur le bon chemin? Et moi, je trouve que c'est ça vraiment le plus important. Alors, la 4e raison qu'il peut y avoir, c'est qu'on ne voit pas les sacrifices qu'il y a derrière le succès. Souvent, on voit juste les résultats, mais on ne voit pas forcément le chemin pour y arriver. Et souvent, ce chemin, eh ben, il est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Moi, pendant 2 ans, je me suis quand même complètement isolé de mes amis. Je sortais plus, je rencontrais personne, je rencontrais pas de filles. J'étais ultra focus sur ma boîte. Mais de la même façon, vous savez, si je veux être complètement honnête avec moi, j'avais pas forcément besoin de faire tous ces sacrifices. Et comme moi, le vendredi soir à minuit, au lieu de sortir en boîte, j'étais en train de travailler sur ma boîte. Pareil, le samedi soir, je me disais, les autres, ils font la fête, moi, je travaille. Et en fait, c'est pour ça que je vais réussir. Et en fait, je me rends compte que tout ça, c'était un petit peu de l'ego. Non, moi, je pense que tout dépend de l'endroit d'où ça vient. C'est d'où est-ce que vous tirez votre énergie. Et si votre énergie, vous la tirez de je fais ça parce que je veux faire mieux que machin, c'est un truc, ça va pas vous rendre heureux, ça va pas vous rendre bien. En fait, même si on se dit que l'objectif, c'est pas forcément d'être heureux, je pense que tout le monde peut avoir comme objectif se dire, c'est bien de devenir une meilleure personne, c'est bien d'être en paix avec soi-même. Ça, c'est des bonnes choses d'avoir de la paix intérieure, juste de se sentir bien finalement. Je pense que tout le monde a envie de ça. En fait, tout dépend de où est-ce que vous tirez votre énergie et votre motivation. Et si ça sort de vous, s'il y a un peu d'ego qui rentre en jeu, moi, je trouve que c'est jamais bon. Et c'est vrai que tout le monde a un peu en tête ce mythe de l'entrepreneur acharné qui passe sa vie à bosser. Et tout le monde pense qu'on est obligé de suivre ce genre de modèle. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin de travailler 100 heures par semaine pour réussir. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai écouté un podcast avec un entrepreneur français qui gagne autour de 20 millions d'euros par an. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que cet entrepreneur, il travaille juste 1 heure par jour et cet entrepreneur, il avait l'air détendu, il avait l'air de kiffer sa vie. Donc vraiment, là, moi, je me suis dit, OK, lui, il est plus fort que moi, il travaille moins et il gagne plus. Et peut-être que c'est parce qu'il a compris des choses que moi, j'ai pas encore comprises. Donc, faut arrêter de croire que forcément, il faut souffrir pour réussir. Il y a des personnes qui travaillent 100 heures par semaine et d'autres qui travaillent 10 heures par semaine. Et en fait, les deux, elles peuvent réussir. Et en plus, il y a ceux qui travaillent 100 heures par semaine et vous savez même pas finalement s'ils sont heureux ou pas. Chacun a des besoins qui sont différents. Donc moi, je trouve que c'est important de se concentrer sur nos besoins et sur notre propre équilibre. La 5e raison qui décourage beaucoup de monde, c'est qu'on s'attend à réussir trop vite. On voit partout des success stories où il y a des entreprises qui ont explosé en quelques mois, des entrepreneurs, on a l'impression qu'ils sont devenus riches du jour au lendemain. On pense que c'est la norme, mais déjà, ça arrive pas si souvent que ça. Si ça arrive vraiment, c'est vraiment l'exception, c'est pas la règle. Puis surtout, on sait pas l'histoire qui se cache derrière. Et moi, le premier, tu sais, je raconte cette histoire que je suis passé de 0 à 100 000 euros par mois en 6 mois. Et c'est une histoire qui est vraie. Mais c'est vrai que ce que je dis pas non plus, c'est qu'avant, pendant des années, j'ai fait plein de trucs qui marchaient pas. C'est-à-dire que je travaillais tous les soirs, je travaillais tous les week-ends, je voyais aucun résultat, ça pendant 2-3 ans. Et en fait, c'est juste qu'à un moment, tout a cliqué. Et du coup, c'est un peu, moi, j'avais cette image du bambou en tête et qui a vraiment marché pour moi. C'est le bambou pendant des années. Vous le voyez pas, il est sous terre. Et en fait, en 1 an, il va prendre 5 mètres. Voilà. Moi, c'est ça qui s'est passé. Et je trouve que ça arrive à plein de gens, plein d'histoires. Donc, faut se méfier des histoires. C'est une citation que j'aime bien qui dit que toutes les histoires, de toute façon, elles sont toutes fausses. Je sais pas qui a dit ça, je sais pas, c'est peut-être moi qui l'ai inventé sur place, mais je trouve que c'est vrai, toutes les histoires sont fausses de toute façon. Et quand j'avais 20 ans, par exemple, j'ai lu la biographie de Richard Branson, il expliquait qu'à 25-27 ans, il avait acheté son île privée. Moi, à 27 ans, je vivais encore sur un matelas gonflable dans la chambre de mon petit frère, j'étais à moins 400 euros sur mon compte en banque, et là, je me suis dit, il y a quand même un énorme décalage, je suis en retard, c'est pas normal, mais en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Richard Branson, lui, il a commencé à entreprendre quand il avait 16 ans, pas 25 ans. Donc en fait, quand il a acheté son île, il avait déjà 10 expériences. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est jamais trop tard pour commencer. Il y a des entrepreneurs qui font fortune super tard, parfois après avoir galéré pendant longtemps, et je trouve que c'est des exemples inspirants. Par exemple, Ray Kroc, il a créé une McDonald's à 52 ans. Colonel Sanders, il a commencé à franchiser KFC à 62 ans.
Jack Ma, il a fondé Alibaba à 35 ans après avoir été rejeté je ne sais pas combien de fois de job. Donc chacun a son rythme, chacun a ses obstacles. Il y en a qui commencent à 16 ans, il y en a qui commencent à 40 ans. On a tous des temps un petit peu différents. Alors la sixième raison qui peut-être vous bloque aussi, c'est que vous pensez plus forcément à vous-même, vous passez votre temps à regarder ce que font les autres. Et c'est que à force de regarder ce que font les autres, et ben en fait finalement on se défocus de notre propre chemin de vie. Et des questions que je trouve bien à se poser, c'est quels sont les points faibles sur lesquels je dois travailler, qu'est-ce que je dois regarder en moi sur lequel je pourrais commencer à travailler et pas forcément en regardant à l'extérieur. Donc, coupez-vous du monde extérieur, regardez pas trop YouTube, regardez pas trop Instagram. Et c'est comme ça que vous allez créer du calme en vous et vous reconcentrer sur ce que vraiment vous avez envie d'accomplir, sur vos valeurs, sur vos objectifs. Chacun a un peu sa propre définition du succès et le succès, c'est avant tout une histoire de croyance. Donc, trouvez les vôtres et arrêtez de regarder celles des autres.